Alors que le grand débat national lancé par le gouvernement est critiqué de toutes parts, un collectif de gilets jaunes a lancé une plateforme intitulée « Le vrai débat ». L'objectif, dépasser le cadre fixé par l'exécutif. Le 1er février, la loi alimentation entrera en vigueur avec pour conséquence une augmentation des prix allant jusqu'à 10%, une mesure censée mieux rémunérer les agriculteurs mais qui semble arriver au pire des moments pour l'exécutif. Asia Bibi, définitivement acquittée, cette chrétienne accusée de blasphème au Pakistan voit son calvaire judiciaire de près de 10 ans prendre fin. Elle devra cependant quitter son pays. Madame, monsieur, bonsoir. Un vrai débat pour concurrencer le grand débat national. Mercredi, un collectif de gilets jaunes a lancé une plateforme qui se veut différente de celle proposée par le gouvernement dans le cadre du grand débat national initié il y a quelques semaines. Les Gilets jaunes optent pour le vrai débat. 2 semaines après l'ouverture du grand débat national, la plateforme en ligne voulue par le gouvernement pour faire remonter les revendications des Français, un collectif de Gilets jaunes a lancé sa propre plateforme de discussion participative, le vrai débat. L'objectif, proposer un site en dehors du grand débat national que les organisateurs estiment être verrouillé, ne garantissant pas la participation de tous d'une façon égalitaire. Comprendre l'initiative gouvernementale est biaisée. Ainsi, le collectif de Gilets jaunes souhaite inviter tous les Français à débattre de toutes les questions sociétales. Pour ce faire, le vrai débat propose 8 thèmes, plus une expression libre où tous les sujets peuvent être abordés. Sous-entendu, pas comme celle mise en ligne par le gouvernement, limitée à 4 thèmes majeurs: transition écologique, fiscalité et dépenses publiques, démocratie et citoyenneté, organisation de l'État et des services publics. Autre différence notable, le système des contributions. Sur le site du Grand Débat, il faut à chaque fois répondre à un questionnaire, souvent à choix multiples, alors que sur la plateforme du Vrai Débat, chaque contributeur doit renseigner un titre, une explication et avancer les bénéfices que pourrait apporter son idée, avant d'ajouter éventuellement une source à sa réflexion. Dans le fonctionnement, une première phase de recueil des revendications est ouverte jusqu'au 3 mars. Après cette première étape, une synthèse sera menée par des personnalités indépendantes avant une présentation officielle des propositions à partir du 25 mars. Si la plateforme du Vrai Débat souhaite à tout prix se différencier de celle du Grand Débat national, les deux initiatives n'en demeurent pas moins assez similaires, à savoir faire remonter des revendications au plus haut niveau de l'État. D'ailleurs, le secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi, a concédé qu'il irait et prendrait en compte toutes les propositions. Cependant, reste à voir si la participation sera au rendez-vous. En effet, le dédoublement des plateformes pourrait faire naître une forme de confusion autour des revendications et ainsi faire perdre du poids à l'initiative citoyenne, quand dans le même temps, le grand débat national du gouvernement engrange déjà des centaines de milliers de contributions. Comble de l'ironie, les deux plateformes sont hébergées par la même start-up, à savoir Cap Collectif, qui compte parmi ses clients le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, le Conseil économique, social et environnemental ou encore la région Île-de-France. Une structure qui baigne donc dans un système bien loin des revendications des Gilets jaunes. Une loi alimentation qui arrive au pire des moments. Vendredi 1er février, une mesure du texte va provoquer une hausse allant jusqu'à 10% des prix de vente, provoquant le mécontentement des producteurs, des distributeurs et des consommateurs. Olivier Frère-Jacques. Samedi 15 septembre, 5h du matin, 45 députés prennent part au vote sur la loi dite alimentation. Parmi eux, peu d'élus de l'opposition pour s'opposer au texte, si ce n'est des insoumis parmi lesquels François Ruffin ou le député sans étiquette Emmanuel Ménard. 532 élus n'ont donc pas jugé opportun de participer à ce scrutin. Déjà la veille, pour l'examen des articles sur les pesticides à 11h30 du matin, il n'était que 44. Un des intérêts des députés pour un sujet pourtant important et pour cause. Dès vendredi 1er février, certains prix vont significativement gonfler. Chez Carrefour, comptez des hausses en moyenne de 35 centimes. Intermarché affichera pour sa part 5% de hausse en moyenne sur ses produits pour une inflation de 0,8% sur le panier moyen. Leclerc affirme pour sa part maîtriser la situation. L'enseigne adepte de la communication choc le promet, seuls 1000 produits augmenteront de 3%. Leclerc avait clairement pris position contre le texte de loi, le contestant lors de tractations avec le gouvernement, mais aussi à l'aide d'affichage en magasin. Dans le détail, certains produits vont voir leurs tarifs exploser. C'est le cas du Ricard, plus 10%, des céréales Choc-à-Pic, plus 8,4%, du pot de Nutella, plus 8,1%, ou même de l'eau minérale Evian, plus 6,1%.
Exit aussi les grosses promotions limitées dorénavant à 34% des prix de référence. Adieu les bonnes affaires, un produit acheté égale un produit offert et autres 50% de réduction. Ajoutez à cela la limite de 25% des articles en vente pouvant faire l'objet de promotions. L'intérêt du texte, a priori, la loi doit permettre de mieux rémunérer les éleveurs et les agriculteurs. Problème, ces derniers n'y croient pas vraiment. Les associations de défense de consommateurs non plus, à l'image de l'UFC Que Choisir qui estime que la mesure a surtout pour conséquence de provoquer les Français. Côté écologie, rien de bien poussé, l'introduction d'un peu de bio dans les cantines et l'interdiction des plateaux repas en plastique. S'agissant des pesticides, les agriculteurs devront en réduire la quantité sans que l'on sache vraiment la méthode à suivre. Enfin, concernant l'élevage des poules et des lapins, le modèle intensif n'est pas remis en cause. Les abattoirs pourront, eux, poursuivre leur activité dans la plus totale opacité. Économiquement néfaste pour les consommateurs, écologiquement inutile ou presque, le texte devrait entretenir la colère des Français, tout particulièrement des gilets jaunes. Le mouvement s'est en effet construit sur une hausse de quelques centimes du prix de l'essence. Avec la loi alimentation, il s'agit d'une hausse bien plus forte sur des produits phares de consommation. Loin de revoir en profondeur notre rapport à l'alimentation et ses conséquences sur notre environnement, le texte voulait seulement être un coup de pouce électoraliste en direction des agriculteurs, un coup de pouce raté et qui pourrait accentuer le désamour des Français vis-à-vis de l'exécutif mais aussi de leurs députés. Asia Bibi, à nouveau acquittée par la Cour suprême du Pakistan. C'est l'épilogue d'une affaire de blasphème qui aura duré près de 10 ans. Le directeur de l'aide à l'Église en détresse, Marc Fromager, revient sur ce chemin de croix judiciaire pour TV Liberté. Olivier Frère-Jacques. Mardi 29 janvier 2019, Asia Bibi est à nouveau acquittée par la Cour suprême pakistanaise. Cette chrétienne était accusée de blasphème à la faveur d'une loi locale pour des faits remontant à juin 2009. Condamnée à mort en première instance en 2010, elle aura vu sa condamnation confirmée en 2014. En 2018, à la faveur de l'intervention de nombreux pays et d'associations, Asia Bibi sera finalement acquittée en appel, une décision confirmée par la Cour suprême. Pour Marc Fromager, directeur de l'aide à l'Église en détresse, cette décision est une bonne nouvelle. C'est évidemment une bonne nouvelle. Je rappelle qu'elle avait été acquittée au mois de novembre, qui avait donné lieu à des grandes manifestations de violence, et donc les islamistes avaient interjeté la décision, et donc on pouvait s'attendre de la part de la Cour suprême. On ne savait pas très bien. Il y a une vraie pression, on ne se rend peut-être pas compte en France, mais une menace même sur chacun des juges, et heureusement ils ont conservé leur liberté et donc confirmé l'acquittement, et c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Non seulement pour Asia Bibi, mais même en général pour la situation de la justice dans ce pays. Et on espère que ça fera jurisprudence et que l'ensemble des victimes, enfin en tout cas celles qui sont encore accusées aujourd'hui de cette loi anti-blasphème, petit à petit verront le bout du tunnel de cette épreuve souvent inique. Je rappelle que cette loi est souvent instrumentalisée et n'a strictement rien à voir avec le blasphème au départ. Une loi instrumentalisée dans un pays où les chrétiens vivent péniblement. Les manifestations d'extrémistes sunnites qui ont accompagné ce long feuilleton judiciaire ont d'ailleurs contraint la famille d'Asia Bibi à l'exil. Cette dernière devrait d'ailleurs quitter le pays puisqu'elle fait l'objet de menaces. Sa famille, en tout cas ses filles, tout ça sont déjà à l'extérieur du pays. En fait, c'est trop dangereux pour eux de rester sur place. Ses filles sont au Canada pour le moment. Asia Bibi, elle, pour le moment, n'a toujours pas quitté le pays. Je pense qu'on attendait la confirmation de cet acquittement. Espérons qu'elle pourra quitter le pays. En tout cas, elle est libre, mais elle est obligée de se cacher. Je rappelle qu'en fait, beaucoup de personnes la recherchent pour la tuer. Donc, elle est vraiment en danger au Pakistan. Le jour où elle aura quitté le pays, elle sera enfin saine et sauve. Elle sera obligée, le restant de sa vie, de rester tout de même dans une certaine clandestinité. Évidemment, on peut se réjouir du fait que cet acquittement ait eu lieu et on ne peut que déplorer tout de même le fait que, pour cette chrétienne, il est impossible pour elle de continuer à vivre dans son propre pays, simplement parce qu'elle est chrétienne. Le cas d'Asia Bibi n'est cependant pas anecdotique. Près de 200 chrétiens demeurent aujourd'hui emprisonnés dans ce pays à cause de leur foi. Et même si la décision de la Cour suprême est encourageante pour ces derniers, la situation globale des chrétiens dans ce pays demeure précaire. La situation des chrétiens, elle demeure compliquée au Pakistan. C'est à peu près 3% de la population. Ce sont les plus pauvres des plus pauvres, tout à fait en bas de l'échelle sociale. Souvent éboueurs ou beaucoup sont des paysans qui appartiennent en fait quasiment, entre guillemets, mais tout de même c'est un peu ça, à des
grands propriétaires terriens qui peuvent évidemment les exploiter. C'est le règne de l'arbitraire et donc dans ces conditions, pas beaucoup d'avenir. C'est difficile d'être chrétien dans ce pays, difficile pour les autres minorités aussi, mais en particulier pour les chrétiens. Espérons néanmoins qu'avec cette jurisprudence, peut-être, en tout cas cet acquittement d'Azebdi, cette épée de Damoclès qui est la loi anti-blasphème, qui est reposée sur leur tête, sera adoucie, voire disparaîtra d'ici quelques années. Il y a peu de chances que la loi soit supprimée, mais en tout cas, elle pourra devenir de moins en moins utilisée, de moins en moins appliquée, et en tout cas, c'est ce que nous espérons. Et on retrouve à présent l'actualité en bref avec Thomas Lerue. Fusillade en Corse pour un différend canin. Mercredi, à Bastia, un sexagénaire a tiré à plusieurs reprises en pleine rue, faisant un mort et 5 blessés. Après les faits, le forcené s'est retranché chez lui et s'est donné la mort en se tirant une balle dans la tête. À l'origine de ce drame, un différend aurait opposé le tireur à son voisin au sujet d'un chien. L'auteur des faits avait déjà été condamné à 2 reprises à Ajaccio et Bastia pour des violences volontaires avec armes et menaces de mort. De l'érotisme aux valeurs de la République. Le 7 mars prochain paraîtra le nouveau livre de Marlène Schiappa intitulé Une et indivisible. Déjà très en vue chez Cyril Hanouna dans le cadre du grand débat national, la secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes s'apprête à publier son 4e ouvrage depuis sa nomination au gouvernement. Cette fois, la critique n'aura pas à se déchaîner sur un condensé de lettres adressées à ses filles ou un guide érotique pour oser l'amour des rondes, mais plutôt sur un livre qui se veut défendre les dites valeurs de la République. Un travail qu'elle signera de son nom, à défaut d'avoir reconnu être l'auteur d'autres ouvrages coquins publiés sous le nom de Marie Minelli. France Télévisions paye bien. La Cour des comptes a publié lundi un rapport critiquant la politique qualifiée d'insuffisamment rigoureuse de gestion du groupe télévisuel public. On y apprend la grille des salaires de certains cadres de France Télévisions. Delphine Ernotte, PDG du groupe, touche ainsi un total de 400 000 euros bruts par an. 191 salariés toucheraient plus de 120 000 euros bruts par an, 547 autres plus de 96 000 euros. La Cour estime par ailleurs que le groupe n'avait pas été en mesure de réduire significativement ses effectifs. Sur les 5 500 personnes employées, les cadres représentent près de 80% du personnel pour seulement 26% de journalistes. Une soucoupe volante atterrit à Bordeaux pour 750 000 euros. Fin mai, la ville d'Alain Juppé a fait installer une soucoupe volante géante de 15 mètres de diamètre dans le quartier des Bassins à Flot. C'est l'artiste anglaise Susan Traister qui a tiré le gros lot avec cette sculpture aussi monumentale que coûteuse et censée représenter une sorte de phénix renaissant de ses cendres. Si les Martiens en rient, on ne peut pas en dire autant des contribuables bordelais qui ont dépensé 750 000 euros pour cette installation pour le moins controversée. Facebook fixe le prix de la vie privée à 17 €. Une enquête du site d'information américain TechCrunch a révélé ce mercredi que depuis 2016, Facebook récoltait les données très personnelles d'utilisateurs âgés de 13 à 35 ans. En échange, le géant américain les rémunère 17 € par mois sous forme de cartes cadeaux. Dans le cadre du programme appelé Facebook Research, les utilisateurs autorisent l'accès à leur historique de recherche, à leurs photos et vidéos échangées, ainsi qu'aux messages et emails privés. Ayant reconnu l'existence de l'application après qu'elle ait été retirée par Apple durant l'été 2018, l'entreprise de Mark Zuckerberg a expliqué que les données étaient utilisées pour faire des études de marché, mais que cela n'avait rien de secret. Le plus grand réseau social du monde passe donc des contrats de travail avec des enfants. Huawei au cœur du conflit entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis ont annoncé lundi une longue série de chefs d'inculpation à l'encontre de Huawei. Au cœur d'un bras de fer diplomatico-judiciaire entre Pékin et Washington, le géant chinois de la téléphonie est accusé par le ministère américain de la Justice de vol de technologie et de violation des sanctions américaines contre l'Iran. Outre ce point, les États-Unis ont demandé au Canada d'arrêter la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, et demandent son extraction vers leur propre pays. Lors de son arrestation, le constructeur avait indiqué qu'il n'avait pas connaissance de tels faits, tandis que la Chine a réagi plus vivement en demandant sa libération. Spider-Man derrière les barreaux. Le Spider-Man français Alain Robert a été arrêté mardi après avoir escaladé l'une des plus hautes tours de Manille sous le regard étonné de passants philippins. L'aventurier âgé de 56 ans a escaladé les 47 étages de la JT Tower sans équipement de sécurité, un exercice périlleux qui pour lui est aussi important que manger. L'homme araignée a plus d'une centaine d'immeubles à son palmarès, dont la plus haute tour du monde, la Burj Khalifa de Dubaï. Et dans un instant, notre Zoom du jour, Piero San Giorgio, auteur survivaliste suisse, évoque les notions de démocratie, de république et de bien commun avant d'annoncer d'ici 2020 l'effondrement par paliers et zones géographiques de pans entiers de la globalisation. En revanche, je pense que les Gilets jaunes doivent savoir une chose, c'est que pour eux aussi, c'est la fin. C'est-à-dire que soit ils vont au bout de leurs revendications
quelles qu'elles soient. Elles sont nombreuses et protéiformes et chaotiques, ce qui est intéressant. Mais s'ils ne vont pas au bout, ils doivent savoir qu'ils sont tous déjà fichés. Et que je crains que l'État français, dans sa tradition révolutionnaire, parce qu'il s'agit bien de la République en France, avec son programme dictatorial et génocidaire dans sa nature profonde, va se venger sur eux et qu'on va avoir des contrôles fiscaux, des attaques, des fouilles à la maison. Je pense que les Gilets jaunes aussi sont le dos au mur. Et tout de suite, la France de Campagnol avec Christian Combas, suivi de Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. L'autre jour au bar, je ne sais plus qui a lancé ce jeu idiot qui consistait à comparer à propos de tout et de rien ce que la France de Macron en penserait et ce qu'en penserait l'autre. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait quand même un monde de différence, ou plutôt que le monde qu'ils appelaient de leur vœu était très différent du nôtre. Je dis le nôtre, j'entends celui des sympathisants gilets jaunes, et déjà, pour commencer, on peut diviser la population en deux catégories instinctives. La première qui comprend très bien d'où vient le malaise, et la deuxième qui dit on ne comprend pas ce qu'ils veulent. C'est très difficile pour un sympathisant d'expliquer en quoi la partie adverse fait preuve de mépris, mais le premier mépris est quand même sans doute dans cette phrase « on ne comprend pas ce qu'ils veulent ». Eh bien déjà, la première réponse qui s'impose, c'est qu'ils veulent retrouver une existence dans le regard d'autrui et dans le leur aussi, c'est-à-dire une dignité, parce que la première cause de tout ce qui se passe, c'est ceux qui prétendent qu'il n'y a qu'un seul modèle d'humanité et qu'on doit s'y conformer. Du coup, si on n'est pas conforme, on n'existe plus. Par exemple, si les homosexuels détestent la gay pride et veulent pas d'enfants par éprouvette, donc environ 80% d'entre eux, eh bien, ils n'existent plus. À chaque fois que le président ouvre la bouche, me disait Gustave, c'est pour t'expliquer comment aller vers le monde de demain, le monde tel qu'il doit devenir. Et si toi, tu penses qu'il doit devenir autrement ou rester comme il est, si tu demandes qu'on vote pour savoir si on doit aller là où ils disent, ils te répondent que la question ne portera jamais sur ce qu'on doit faire, mais sur la façon d'y parvenir. Donc nous sommes tombés d'accord, Gustave et moi, sur le fait que c'était la première énorme différence entre les plutôt gilets jaunes et les plutôt Macron. Les premiers veulent choisir et les autres disent on n'a pas le choix. Ensuite, nous avons égrené les choses, les situations, les questions où la frontière se voit le plus, et elles sont innombrables. Par exemple, un macronien n'aime pas trop les animaux, parce que les animaux, c'est ingérable, on ne peut pas les programmer, on est obligé de les comprendre. Un macronien va mépriser ouvertement les comptes Facebook avec des chats, des cœurs et des bisous, alors qu'un gilet jaune fera le contraire. Il va fondre devant les chiens et les chats. Là, Gustave m'a bien amusé en faisant référence à un dessin animé de notre enfance en noir et blanc à la télévision qui s'appelait Les Shadocks. Il y avait deux sortes d'habitants sur la Terre dans ce feuilleton, venus de deux planètes différentes, les gibis qui passaient leur temps à peindre et à faire de la musique, et les Shadocks qui, eux, faisaient la guerre, qui construisaient des machines idiotes et qui étaient bêtes et disciplinés et qui pompaient sans arrêt pour faire marcher leurs machines. Eh ben, on est un peu dans ce schéma-là. Les Shadocks macroniens veulent absolument aller quelque part, mais ils savent pas où, et ils n'arrêtent pas de pomper pour y aller. Les gibis demandent sans arrêt où on va, et ils n'ont aucune envie de pomper comme des malades pour y aller. Les macroniens veulent fonder des start-up jeunes, cool, sympas, avec l'aide de Microsoft, pour faire fortune dans la technologie et fonder un jour des cités sur Mars, et prolonger la vie humaine jusqu'à 120 ans, grâce aux nanotechnologies. Eh ben, les gilets jaunes font observer que les 2/3 de la population ne sont pas jeunes, qu'ils ont du mal à rester cool, et que si on prolonge la vie jusqu'à 120 ans sans jamais réfléchir à la mort, on aura dépensé une fortune en médicaments pour rien. Les macroniens parlent l'anglais comme père et mère, et le français comme des vaches espagnoles. Les gilets jaunes, c'est le contraire. Ils préfèrent leur langue. Les macroniens veulent que chacun se prenne en main. Les gilets jaunes font observer que ça ne marchera jamais pour les manchots. Les macroniens disent que chacun doit saisir sa chance. Les gilets jaunes font observer qu'il y en a pour qui il n'y a rien à saisir parce qu'ils n'ont jamais de chance.
Les macroniens, a ajouté un type au bar qui réfléchissait là depuis le début, disent qu'il faut inventer des nouvelles mobilités. Ça veut dire que même si tu es bien chez toi, il faut que tu ailles chercher du boulot ailleurs. Sans ça, tu es dans le repli. Comme ça, quand tu reviens au village, tu as peut-être une nouvelle voiture, mais tu as perdu tous tes copains. Tandis que les gilets jaunes demandent s'il n'y a pas quelque chose à faire ici, plus près de chez toi, pour ne pas être obligé de vendre ta maison et de partir ailleurs. Ils ne veulent pas acheter, ces gens-là, des meubles chez Conforama dans la banlieue parisienne. Ils préfèrent leur buffet 1880 ici, dans un village du Lot ou de l'Aveyron. Ah oui, a dit Gustave, mais de quoi tu y vis dans l'Aveyron, toi? Je fais du fromage, par exemple. Manque de peau, dit Gustave, les macroniens font voter une loi à Bruxelles comme quoi ton fromage n'est pas aux normes, invendable. Ça fait rien, dit le type, je le vendrai à mes voisins au lieu de le vendre à Leclerc. Le problème, dit Gustave, c'est que tes voisins n'ont pas d'argent et qu'ils achètent chez Leclerc un fromage dégueulasse, mais 2 fois moins cher, qui lui est aux normes. Eh bien, on fera péter leurs normes, a répondu le dernier. Et là, Gustave s'est retourné vers moi et il a dit, tu vois, à chaque fois qu'on joue à ça, on arrive toujours à la même conclusion. C'est bizarre, tout le monde préfère l'Europe des gibis, mais ils sont en train d'essayer de nous fourguer celle des Shadocks. Or, dans le dessin animé de notre enfance, heureusement, les Shadocks sont tellement stupides et leur construction tellement invivable que tout s'effondre toujours avant la fin. Abonnez-vous. Merci. La question, objectivement, peut sembler invraisemblable, absurde, déplacée. La réponse est hélas positive. Oui, certains établissements catholiques peuvent promouvoir la pornographie. L'association Stop au porno vient d'être saisie par des parents d'élèves d'un grand établissement de province d'un dossier extravagant. Dans ce grand lycée catholique, un professeur de français impose la lecture de livres hautement pornographiques et s'arrange pour que ses élèves aillent voir des pièces de théâtre parfaitement contestables. Tout cela à l'insu des parents, bien évidemment. Le problème qui se pose est d'une extrême gravité. Des parents qui mettent en toute bonne foi leurs enfants dans des établissements dits catholiques sous contrat peuvent imaginer que les enfants en question seront protégés de l'immoralité générale que l'on trouve dans l'enseignement public. Dans le cas qui nous intéresse, il y a donc tromperie manifeste et incitation des jeunes à la débauche non moins manifeste. L'association Stop au porno étudie actuellement avec ses avocats la procédure à mettre en œuvre pour que de tels scandales soient sévèrement punis et ne puissent plus avoir cours dans des établissements affichant leur appartenance à la religion catholique. Si l'enseignement catholique sous contrat bafoue de la sorte la doctrine et la pratique du catholicisme, qu'il change de dénomination pour s'appeler par exemple enseignement sous contrat. Il deviendra alors une partie de l'enseignement public doté d'un minimum de liberté pédagogique. Et il aura le mérite de ne plus entretenir une confusion redoutable, brandissant le mot catholique pour mieux le bafouer. A contrario, si l'enseignement catholique sous contrat se remet en ordre de marche pour que la religion catholique soit au cœur de son enseignement, il méritera alors de s'appeler ainsi et les parents pourront lui faire confiance. Quoi qu'il en soit, dans l'état actuel du dossier, la seule assurance tout risque à la disposition des parents est de mettre leurs enfants dans des écoles hors contrat. Mais chacun sait qu'elles sont très peu nombreuses et qu'elles demandent aux parents des efforts considérables. Finalement, aujourd'hui, ce qui se joue, c'est la liberté réelle de l'enseignement ou la dictature imposée du ministère de l'Éducation nationale. Vous pouvez m'écrire si vous le souhaitez. À très bientôt.